On pense souvent que notre monde qu'il est façonné par les grands leaders, la tech, l'économie. Mais si le vrai pouvoir, la force qui dicte sa loi aujourd'hui, c'était autre chose. Si c'était la foule. C'est l'idée un peu glaçante, en fait, d'un penseur du 19e siècle, Gustave Le Bon. Pour lui, son époque, c'était la fin du pouvoir des rois et le début de ce qu'il a appelé l'ère des foules. Et c'est justement la source qu'on va explorer aujourd'hui, son livre Psychologie des foules, un texte qui a plus d'un siècle, mais qui, on va le voir, donne parfois l'impression d'avoir été écrit hier. Notre but, c'est de décortiquer avec lui cette créature un peu étrange qu'est la foule. Oui, de comprendre comment des individus, a priori tout à fait normaux, une fois qu'ils sont rassemblés, peuvent se transformer en une entité complètement différente. Et pas toujours pour le meilleur, j'imagine. Pas toujours, non. Il faut vraiment se remettre dans le contexte. Bon, il écrit à la fin du 19e. C'est une période de grands bouleversements. La commune est encore fraîche dans les esprits, le socialisme monte, le suffrage universel arrive. Le peuple entre en scène, quoi. Exactement. La masse, le peuple, devient un acteur de l'histoire et le bon, lui, il essaie de comprendre la psychologie de ce nouvel acteur. Et son idée de départ la plus importante, c'est que quand des gens se rassemblent, ce n'est pas juste une addition, un plus un plus un. Non. Quelque chose de neuf émerge. C'est ce qu'il appelle l'âme collective. D'accord. L'âme collective. Ça sonne un peu mystique, non? Concrètement, ça veut dire quoi? Quand est-ce qu'un simple groupe de gens dans la rue devient cette fameuse foule psychologique? Alors, la bascule, elle est radicale. Le bon dit que peu importe qui sont les individus, qu'ils soient des savants, des ignorants, des gens calmes, des colériques, le simple fait d'être en foule les métamorphose. Ah oui, Ils se mettent à sentir, à penser et à agir d'une manière qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils feraient seuls. C'est comme si leur personnalité consciente, leur moi individuel, s'effaçait. elle s'efface ou elle est juste mise en veille? Parce que ça change tout. Pour le bon, elle s'évanouit carrément. C'est ça qui est assez dingue. Il a cette phrase terrible, il dit: par le seul fait de faire partie d'une foule, l'homme descend de plusieurs degrés sur l'échelle de la civilisation. Ah oui, quand même. L'individu cultivé, l'homme rationnel, redevient un être instinctif, un barbare. Un barbare. C'est c'est incroyablement dur comme mot. Il pense vraiment que n'importe qui, même la personne la plus éduquée, peut basculer comme ça. Absolument. Pour lui, il n'y a pas d'exception. Il utilise l'analogie d'un corps vivant. Chaque individu, c'est une cellule. Seules, elles sont distinctes. Mais une fois assemblées, elles forment un être nouveau, avec des propriétés qui n'appartiennent à aucune cellule en particulier. La foule, ce n'est pas la moyenne de ses membres, c'est une création, Et cette création, elle est guidée par quoi, si ce n'est plus l'intelligence individuelle? par l'inconscient. C'est ça la clé. Dans la foule, ce qui est personnel et différent s'efface, et le fond commun, l'inconscient de la race, il faut comprendre peuple ou culture, ce fond commun refait surface. Donc l'hétérogène se noie dans l'homogène. Voilà. Et le résultat, c'est que l'intelligence, elle, ne s'additionne pas. C'est même le contraire. C'est un nivellement par le bas. D'accord, ça c'est le quoi. Mais alors, le comment? Quel est le mécanisme qui fait qu'un type qui paye ses impôts, qui est un bon père de famille, se met d'un coup à brûler des voitures? Le bon a une explication pour ça. Il en propose trois. Trois causes qui se combinent. La première, elle est assez simple à comprendre. C'est le sentiment de puissance invincible. Le nombre? Oui, le nombre. Quand on est 1000, on se sent anonyme et donc on se sent irresponsable. Tous les freins moraux qu'on a quand on est seul, ils sautent. C'est l'effet de meute, quoi. On ne risque rien, donc on peut tout se permettre. Logique. Et la deuxième cause? C'est la contagion mentale. Il dit que c'est presque un phénomène hypnotique. Une émotion forte, que ce soit la colère, l'enthousiasme, la peur, ça se propage à une vitesse folle sans passer par le filtre de la raison. Un peu comme une traînée de poudre. Exactement. Et à ce stade, l'individu est capable de sacrifier son intérêt personnel pour l'intérêt collectif. On voit ça tous les jours sur les réseaux sociaux. Une vague d'indignation peut partir d'un rien et tout emporter. C'est une forme de contagion moderne, ça. Mais tu parlais d'une troisième cause, Oui, et pour lui, c'est la plus importante. C'est la suggestibilité. c'est-à-dire? L'individu dans la foule est dans un état quasi hypnotique. Sa personnalité consciente a disparu. Sa volonté est abolie. Il devient, et c'est son mot, un automate. Il ne réfléchit plus, il gobe la première suggestion qui passe et il agit dessus avec une impétuosité. euh,
irrésistible. C'est terrifiant. Donc, un individu rationnel se transforme en automate barbare juste en rejoignant un groupe. Du coup, à quoi elle ressemble, cette créature qu'est la foule? Est-ce qu'elle a une pensée, une morale? Le bon la décrit comme un être primitif, un sauvage ou un enfant. D'abord, elle est incroyablement impulsive et versatile. Changeante. Oui, elle peut passer en un instant de la férocité la plus sanguinaire à l'héroïsme le plus absolu. Un moment, elle lynche quelqu'un, l'instant d'après, elle se sacrifie pour une cause. Et surtout, elle ne prémédite rien. C'est de la pure réaction. Et j'imagine qu'elle est aussi très crédule, si elle est sous suggestion. Extrêmement. Pour la foule, l'invraisemblable n'existe pas. Elle pense par images, pas par concept. Une image forte en appelle une autre, sans aucune logique. Et comme elle est toujours dans une sorte d'attente fiévreuse, la moindre étincelle peut provoquer une hallucination collective, Ah oui, il y a cet exemple dans le livre qui est qui est complètement fou. l'histoire du navire de guerre français, là. La frégate La Belle Poule. Oui, l'histoire est incroyable. Le navire est en mer, en plein jour. La vigie crie «Embarcation en détresse». Et là, tout l'équipage, Tout l'équipage. oui, tout l'équipage, des matelots jusqu'aux officiers, sur le pont, voit la même chose. Un radeau chargé de naufragés qui agite les bras et appelle à l'aide. Non mais sérieusement, même les officiers qui sont formés pour ça. Tout le monde. L'amiral est convaincu, il fait mettre une chaloupe à la mer pour aller les secourir. En approchant, les marins dans la chaloupe entendent même ce qu'ils décrivent comme le bruit sourd et confus d'un grand nombre de voix. C'est dingue. Ils rament comme des fous, pour finalement arriver sur place et ne trouver que quelques branches d'arbres couvertes de feuilles qui flottaient. C'est une blague. Ils ont tous eu la même hallucination. Une hallucination collective parfaite. Et le plus fou, c'est que dès que la chaloupe est arrivée et a constaté la réalité, la vision s'est évanouie pour tout le monde, d'un coup. Ce que le bon trouve fascinant, c'est que ça a touché le savant comme l'ignorant. L'esprit critique de l'officier a été anéanti par la suggestion partie de la vigie. Une histoire comme ça remet en question toute l'idée du témoignage fiable en fait. Surtout le témoignage collectif. C'est exactement sa conclusion. Pour lui, ce mécanisme de déformation, il est permanent. Un simple événement vu par une foule est aussitôt tordu, amplifié, transformé. Et il en tire une conclusion radicale. Les livres d'histoire sont des ouvrages d'imagination pure. Ah oui, carrément. Les héros qui marquent l'histoire, comme Napoléon, ne sont pas des personnages réels. Ce sont des légendes façonnées par l'imagination des foules. La foule, elle ne veut pas la vérité, elle veut du rêve. D'accord. Donc la foule est impulsive, crédule, elle hallucine, mais au niveau des sentiments, est-ce qu'elle est capable de nuances? Jamais. C'est l'un des points clés. La foule ne connaît que les sentiments simples et exagérés. Tout est dans l'excès. Un simple soupçon devient une certitude absolue. Une petite antipathie se transforme en haine féroce. Il n'y a pas de place pour le doute. Ce qui explique pourquoi c'est impossible de raisonner avec une foule en colère. On ne peut pas lui dire attendons de voir, les faits ne sont pas clairs. C'est inutile. Pour la séduire, dit le bon, l'orateur doit faire tout le contraire. Il doit abuser des affirmations violentes, exagérées, répétées sans cesse, et surtout ne jamais essayer de démontrer quoi que ce soit par la logique. La foule respecte la force, la certitude. La nuance, pour elle, c'est une forme de faiblesse. Ça pose une question intéressante sur la morale. Si la foule est si extrême, si violente, est-ce qu'elle est fondamentalement immorale? Et c'est là que ça devient paradoxal. D'un côté, oui, les foules sont souvent criminelles. L'anonymat, comme on l'a dit, libère les instincts destructeurs. Mais de l'autre, et c'est ça qui est fascinant, elles sont aussi capables d'actes de très haute moralité. Comment ça? Comment la même entité peut être à la fois monstrueuse et héroïque? Parce qu'elle est capable de dévouement, de sacrifice, de désintéressement, à un degré que l'individu seul atteint rarement. Le bon prend l'exemple des croisés qui partaient mourir pour une idée ou des volontaires de 93 pendant la Révolution. Des gens qui se faisaient tuer pour des concepts abstraits? Exactement. L'intérêt personnel, qui est le grand moteur de l'individu, est presque absent chez les foules. L'héroïsme, conclut-il, c'est plus souvent le fait d'un groupe que d'un homme seul. C'est une dualité assez folle, capable du pire comme du meilleur. Le bon va plus loin, il me semble. Il dit que toutes les croyances des foules finissent par prendre une forme religieuse. Oui, et c'est une idée très forte. Pour lui, peu importe le contenu de la croyance, que ce soit la foi en un dieu, en un héros politique ou en une utopie sociale, la structure psychologique derrière, c'est toujours celle d'un sentiment religieux. C'est-à-dire, qu'est-ce qui définit ce sentiment religieux pour lui? C'est un ensemble de choses. D'abord, l'adoration d'un être ou d'une idée qu'on juge supérieure. Ensuite, la soumission aveugle à ses dogmes,
l'incapacité de les discuter. Après vient l'intolérance, le fanatisme envers ceux qui ne partagent pas la foi. Et enfin, un besoin ardent de la propager. Donc même une idéologie qui se prétend athée peut devenir une religion au sens psychologique du terme. Précisément, c'est son exemple le plus frappant. Il dit que les Jacobiens de la Terreur, avec leur culte de la raison, étaient tout aussi religieux que les fanatiques de l'Inquisition. Le moteur était le même. Une foi absolue qui justifie tout. Voilà, le héros que la foule admire, que ce soit un général comme Boulanger à son époque, ou Napoléon, devient un dieu vivant. Il conclut même par une prédiction. Si l'athéisme devenait la croyance des foules, il prendrait vite la forme d'un culte intolérant avec ses martyrs et ses inquisiteurs. D'accord, donc on a cette créature impulsive, irrationnelle, qui a besoin de croire. Mais elle ne bouge pas toute seule, j'imagine. Il lui faut un chef, un berger pour ce troupeau. Absolument. Le bon est formel. Une foule, c'est un troupeau qui ne saurait se passer de maître. C'est le rôle des meneurs. Et fait intéressant, ces meneurs sont rarement des intellectuels, des penseurs. Ah non. Non, ce sont des hommes d'action. Et souvent, dit le bon, ils sont eux-mêmes des menés, c'est-à-dire qu'ils sont totalement hypnotisés par l'idée qu'ils défendent. Ce sont des convaincus, des passionnés, parfois des névrosés à la limite de la folie. C'est leur foi intense qui leur donne cet immense pouvoir de suggestion. Et ils ont une boîte à outils pour convaincre cette foule. Il en identifie trois principaux. Le premier, c'est l'affirmation. Pure, simple, sans aucune preuve. Ceci est vrai. Plus c'est bref et autoritaire, mieux ça marche. D'accord. Le deuxième outil, c'est la répétition. C'est en répétant sans cesse la même affirmation qu'elle finit par s'incruster dans l'inconscient et devenir une vérité. Napoléon disait que la seule figure de rhétorique sérieuse, c'est la répétition. C'est la base de la propagande et de la pub, encore aujourd'hui. Affirmation, répétition et le troisième. C'est la contagion. Une fois qu'une idée a été affirmée et répétée, si elle prend, un courant d'opinion se forme. Et là, le puissant mécanisme de la contagion se met en marche et propage l'idée à grande vitesse. Mais il y a un truc au-dessus de tout ça, non? Une sorte de super pouvoir du meneur, le fameux prestige. C'est le facteur ultime. Le prestige, c'est cette fascination qu'un individu, une idée ou une œuvre exerce sur nous. Ça paralyse notre jugement, ça remplit notre esprit d'étonnement et de respect. On ne discute pas, on admire. Le bon, il distingue deux types de prestige. Lesquels? Il y a d'abord le prestige acquis, celui qui vient de la position, du titre, de la fortune. Un militaire en uniforme, un juge en robe. Ça impose. Ça impose, mais c'est un prestige un peu artificiel qui peut disparaître avec la fonction. Et puis il y a le vrai, le puissant, le prestige personnel. Celui-là, on l'a ou on l'a pas, j'imagine. C'est ça. C'est une sorte de magnétisme, une faculté innée. C'est le prestige des grands fondateurs de religion comme Bouddha ou Mahomet et des grands leaders comme Jeanne d'Arc ou Napoléon. Il y a cette anecdote géniale sur Napoléon. Ah oui. Quand il est envoyé commander l'armée d'Italie, il est jeune, inconnu. Il se retrouve face à de vieux généraux, des brutes de guerre qui le méprisent et qui sont prêts à lui faire la vie dure. Et comment il s'en sort, le petit caporal? Dès la première rencontre, avant même d'avoir prouvé quoi que ce soit au combat. Sans un mot, sans une menace, juste par la force de son regard, il les a domptés. L'un d'eux, Augereau, qui était un soldat immense et brutal, avouera plus tard : « Ce petit bougre de général m'a fait peur. » Carrément. Voilà ce que c'est, le prestige personnel. Il s'impose, mais il est aussi très fragile. Ah oui? En quoi? Il ne survit pas à l'échec. Le héros qui était acclamé hier peut être traîné dans la boue demain s'il est vaincu. La foule n'aime que les gagnants. Et une autre chose qui use le prestige, c'est la discussion. Pour le bon, les dieux et les hommes qui ont su garder leur prestige n'ont jamais toléré qu'on les discute. Pour être admiré des foules, il faut toujours les tenir à distance. Si on résume, le tableau que peint le bon est assez sombre. On a une foule qui agit comme une force de la nature, guidée non par la raison, mais par des émotions primitives, des images et des meneurs charismatiques. Et l'individu, lui, s'y dissout. Il perd son esprit critique et il fusionne dans une âme collective capable du pire comme du meilleur, mais souvent destructrice. C'est une vision profondément pessimiste, c'est clair. Oui, oui. Pour lui, l'arrivée de l'ère des foules, ça signe la fin des civilisations raffinées et ça annonce un retour à des périodes d'anarchie. Il compare la foule à un microbe qui accélère la décomposition d'un corps déjà malade. Une image forte pour conclure. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que ce livre a plus de 100 ans, et pourtant, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'on parle de notre monde. C'est là que ça devient vertigineux.
Et c'est la question qu'on peut laisser en suspens. Si on prend les mécanismes décrits par le bon, l'anonymat qui désinhibe, la contagion émotionnelle instantanée, la suggestibilité, le rôle des meneurs, Mmh. On a une description presque parfaite du fonctionnement des réseaux sociaux et de certaines communautés en ligne. exactement, est-ce que ces plateformes ne créent pas les conditions idéales pour la formation permanente de foules psychologiques à une échelle mondiale, une échelle que le bon n'aurait jamais pu imaginer? Et si la réponse est oui, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre, à une puissance décuplée, les dynamiques qu'il décrivait, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur nos démocraties?